Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous terminons notre tour des histoires curieuses liées aux Jeux Olympiques. Bien sûr, il s'agit d'une sélection non exhaustive et complètement subjective. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un affront, c'est un acte ou parole témoignant publiquement du mépris. L'insurrection, c'est l'action de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser. Une prise d'otage. Il s'agit d'une action visant à retenir des personnes contre leur volonté afin, le plus souvent, de revendiquer quelque chose. Les coulisses. Ici, cela indique ce qui se passe dans l'isolement, loin du public, et à son insu. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Melbourne, 1956. À 2 jours de la fin des premiers Jeux olympiques d'été dans l'hémisphère sud, le Olympic Park Swimming and Diving Stadium de Melbourne est plongé dans une extrême tension. Les demi-finales de water-polo opposant la Hongrie à l'URSS créent une agitation mondiale. Dès le début du match, les 8000 supporters massés dans les tribunes conçues pour 6000 expriment leur soutien aux Hongrois et sifflent les Soviétiques à chaque possession de balle. La Hongrie prend rapidement l'avantage, menant 4-0, ce qui est humiliant pour l'URSS. Le Soviétique Valentin Prokopov, incapable d'accepter cet affront, frappe le Hongrois Ervin Záder au visage, déclenchant une bagarre qui ensanglante la piscine olympique. Záder, blessé au visage et saignant abondamment, quitte le bassin sous les flashs des photographes. Cette image est internationalement marquante. Elle rappelle la récente oppression violente de l'insurrection anticommuniste à Budapest, où des milliers de Hongrois ont été tués et blessés. La violence entre les deux équipes est telle que les officiels interrompent le match, déclarant la Hongrie vainqueur par forfait, 4-0. Le lendemain, lors de la cérémonie de remise des médailles, la Hongrie est couronnée championne olympique, tandis que l'URSS obtient la 3e place. Cette image de défi au communisme se propage à travers le monde, symbolisée par le bassin encore teinté du sang versé. Rome, 1960. Dès le début des Jeux de Rome, la France réalise que sa récolte de médailles sera maigre pour cette 17e Olympiade. Malgré leurs efforts, les athlètes français échouent à atteindre le sommet du podium. Le 1er septembre, un dessin de presse de Jacques Faisan dans Paris Presse montre le général de Gaulle prêt à partir pour Rome, tenant une valise et grognant. Dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même. Irrité par les performances décevantes des équipes françaises, le général réagit en lançant un vaste programme de démocratisation du sport et de préparation au haut niveau. Cette humiliation est d'autant plus dure pour le président français car les athlètes étaient pourtant entraînés par l'armée nationale. Ce tournant
marque un changement d'attitude du général de Gaulle, qui était jusqu'alors peu intéressé par le sport. Il déclare « Si la France brille à l'étranger par ses penseurs, ses savants, ses artistes, elle doit aussi rayonner par ses sportifs. Un pays doit être grand par la qualité de sa jeunesse, et on ne saurait concevoir cette jeunesse sans un idéal sportif. » 3 lois-programmes sont immédiatement mises en place. La construction de 4000 gymnases, 1500 piscines et 800 terrains de sport, ainsi que la création de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Tokyo, 1964. Le stade olympique de Tokyo est bondé ce samedi 10 octobre 1964 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 18e Olympiade, les premiers sur le continent asiatique. Choisi par une large majorité par le Comité international olympique depuis le 25 mai 1959, le Japon est enfin au centre de l'attention après 2 tentatives avortées en 1936 et 1940. Cette fois-ci, l'empereur Hirohito est présent pour ouvrir officiellement ces Jeux olympiques d'été, et la flamme parcourt le pays avant d'arriver au stade de Kasumigaoka. Le dernier porteur de la flamme est un jeune homme inconnu du grand public, Oshinori Sakai, âgé de 19 ans et membre du club d'athlétisme de l'université Waseda. Accompagné par Teruji Kagoke, star japonaise et recordman mondial du triple saut, il monte les marches vers la vasque qui recevra la flamme pendant les Jeux. L'ovation du public est immense lorsqu'il accomplit sa mission. Sakai est un symbole aussi important que la flamme qu'il vient d'allumer. Né le 6 août 1945 à Miyoshi, quartier d'Hiroshima, le jour même où la première bombe atomique a frappé le Japon. Sa participation symbolise le relèvement du pays aux yeux du monde. Munich, 1972. 5 heures du matin, ce 5 septembre 1972. Le monde est suspendu à une situation inédite. Une prise d'otage dans le village olympique des Jeux. Le groupe terroriste palestinien Septembre Noir a investi les quartiers de la délégation israélienne. Malgré des heures de négociations pour éviter un bain de sang, la police allemande échoue à résoudre la crise. Lorsque les terroristes tentent de fuir vers l'Égypte en hélicoptère depuis l'aéroport de la ville, l'assaut est donné, mais il tourne au désastre. À l'exception de 3 preneurs d'otages, tous les autres sont tués. À 23 heures, des voix s'élèvent pour demander l'arrêt des Jeux olympiques. C'est le début de la nuit la plus longue de l'histoire olympique. Le lendemain, lors d'une cérémonie en hommage aux athlètes israéliens assassinés, le président du Comité international olympique commence son discours en déclarant « The Games must go on », les Jeux doivent continuer, sans mentionner les noms des otages décédés. Malgré la tragédie, la décision est prise. Les Jeux de la 20e Olympiade se poursuivront jusqu'à leur terme. Moscou, 1980. Dans le stade Lénine, les spectateurs russes sont captivés par le concours du saut à la perche, où Konstantin Volkov attire tous les regards. La finale est palpitante. Grâce aux progrès technologiques récents, de nombreux athlètes ont battu le record du monde depuis le début de l'année 1980, et la compétition olympique ne fait pas exception. Avec l'absence des Américains en raison d'un boycott,
Ce sont 2 Polonais, Władysław Kaziewicz et Tadeusz Szluraski, ainsi que 3 Français, Thierry Vigneron, Philippe Houvion et Jean-Michel Bello, qui rivalisent avec le sauteur local pour la médaille d'or. À des hauteurs inédites de 5,65 mètres, seuls Kozakiewicz et Volkov restent en lice pour la médaille d'or. Le public du stade Lénine siffle à chaque tentative du sauteur polonais, mais cela ne l'affecte pas. Il franchit la barre de 5,77 mètres pour remporter l'or. C'est une défaite humiliante pour l'URSS sur son propre sol. Mais Kozakiewicz ne s'arrête pas là et établit un nouveau record du monde à 5,78 mètres. Le silence dans le stade contraste avec la joie et le sourire du Polonais, qui adresse alors un bras d'honneur au public. Ce geste provoque un scandale immédiat et suscite des réactions vives dans les coulisses des gouvernements des 2 pays. L'ambassadeur d'URSS en Pologne demande des sanctions exemplaires au gouvernement polonais pour cette humiliation. Mais la réponse est ironique. Le geste de l'athlète est simplement attribué à un spasme musculaire. Los Angeles, 1984. Le 28 juillet 1984, la cérémonie d'ouverture des 20e Jeux olympiques d'été est marquée par des innovations technologiques impressionnantes, comme l'entrée spectaculaire de Bill Sweater volant grâce à la Bell Rocket Belt. Malgré le boycott du bloc soviétique, près de 7000 athlètes de 140 nations participent à 21 sports, un record. La sécurité est la priorité absolue du comité d'organisation, déterminé à éviter un drame comme celui de Munich en 1972. Ainsi, 80 hélicoptères et 77 000 agents de sécurité, y compris la police et le FBI, sont mobilisés pour un coût de 55 millions de dollars. La vie n'a pas de prix, dit-on. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du musée Grévin.